Bonjour, dans la série des cours relatifs au réseau privé virtuel, nous avons vu une introduction où nous avons expliqué les fonctionnalités des VPN, les différents types de VPN, que ce soit le VPN d'accès, VPN intranet, l'extranet VPN. Également, nous avons vu les différentes implémentations des VPN. Nous avons parlé en particulier de IPsec au niveau 3 et nous avons parlé de SSL TLS niveau 4. Dans cette vidéo, nous allons voir une mise en place d'un réseau privé virtuel avec OpenVPN. Alors, OpenVPN, c'est un outil, c'est un logiciel libre, gratuit pour créer des réseaux privés virtuels. Il utilise ou il se base sur OpenSSL et implémente les protocoles de TLS SSL. Il offre de nombreuses fonctionnalités de sécurité et de contrôle, ceux qui sont offerts par TLS, à savoir l'authentification du serveur ou des pairs, également la confidentialité à travers le chiffrement des paquets et le contrôle d'intégrité. Il est multiplateforme, c'est-à-dire il est compatible avec les différentes distributions de Windows, Linux, Solaris, macOS, etc., ce qui le rend très populaire et très utilisé aujourd'hui. Il peut tourner sur n'importe quel port on écoute côté serveur, c'est configurable. Par contre, il faut installer le client pour pouvoir communiquer avec le serveur. La version actuelle de OpenVPN, on est à la version 2.4.8 ainsi que les branches master du GitHub actuel. Tous les deux, ils proposent le chiffrement en plus du chiffrement RSA. Ils proposent le chiffrement utilisant les courbes elliptiques, ce qu'on appelle les ECC, elliptic curve cryptography. Donc OpenVPN, il essaie d'établir une connexion sécurisée avec le protocole SSL. C'est une implémentation de SSL. Il crée à chaque extrémité une interface réseau virtuelle. Ça veut dire qu'en plus des interfaces physiques, OpenVPN va créer le VPN en se basant sur deux extrémités qui sont des interfaces virtuelles qu'il va créer. Et du coup, il va encapsuler le trafic IP du réseau virtuel dans la connexion SSL à travers ces interfaces virtuelles. Et il existe plusieurs implémentations de TLS. En plus d'OpenVPN, il y a Vtune, il y a des solutions propriétaires. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont pas compatibles entre elles. Alors, j'ai dit tout à l'heure que OpenVPN va créer des tunnels en se basant sur des interfaces virtuelles. Il propose deux types de modes d'interface virtuelle, le mode Tune et le mode TAP. Ces interfaces virtuelles, ils vont se charger de la transmission et la réception des paquets entre le noyau et le programme de l'espace utilisateur. Et donc, du coup, c'est eux qui vont envoyer et recevoir le trafic vers un programme utilisateur, un user space, plutôt que vers un support physique externe. Il y a deux types ou deux modes, on a dit. Le mode TAP qui est bridgé, c'est niveau 2, et le mode Tune qui est routé, c'est le niveau 3. Ici, dans le schéma, on voit, en plus de l'interface Ethernet physique, le tunnel qui est monté sur une interface virtuelle qui est Tune 0 ici, qui communique avec l'espace utilisateur ou les applications de l'espace utilisateur. Alors, expliquons ces deux modes. Le mode TAP, j'ai dit, il est niveau 2, c'est un niveau Ethernet, donc il est bridgé. Il consiste à mettre en place un pont ou un bridge niveau 2, et donc il va agir comme un switch niveau 2. L'avantage, c'est qu'il va se comporter comme une véritable carte réseau, alors qu'en réalité, c'est une carte réseau virtuelle qui est créée pour le tunnel. Il peut transporter n'importe quel protocole au-dessus, pardon, de la couche 2, que ce soit de l'IPv4, l'IPv6, de NetTalk, d'AppleTalk, de l'IPX, etc. Donc, il supporte n'importe quel protocole niveau 3 et supérieur. Il rend possible l'utilisation des protocoles tels que NetBIOS ou NIS. Il permet les broadcasts et il simplifie le contrôle d'accès basé sur les adresses IP. L'inconvénient, c'est que comme il est niveau 2, donc c'est un niveau bas, il va surcharger la diffusion et les entêtes Ethernet et donc il ne s'adapte pas à l'échelle de très nombreux clients. Et également le fait que de pouvoir mettre en commun deux réseaux d'adressage différents va potentiellement permettre une préamabilité interréseau qui peut être source de problèmes de sécurité vu que c'est des réseaux distants différents qu'on va essayer de bridger. Ici, on voit dans ce schéma, c'est qu'on a le client ici en vert, le serveur en vert, et on a les interfaces physiques qui sont ETH0 côté client et ETH0, c'est l'interface physique interne côté serveur et ETH1, c'est l'interface physique interne, pardon, côté serveur. ETH0, c'est l'interface
physique externe. Et donc le tunnel VPN va monter d'autres adresses ou d'autres interfaces virtuelles. On les voit ici, c'est TAP0, c'est l'interface virtuelle. IP, c'est une adresse IP interne sur laquelle va se baser le tunnel. Et ici, pareil, côté serveur, TAP0, on va voir, c'est l'adresse IP interne. Et donc, on voit que le tunnel va être monté à travers ces interfaces virtuelles. Le mode tube, c'est un niveau routé, niveau 3, niveau réseau. Il va router les paquets du VPN. L'avantage, c'est que on aura moins de surcharge de trafic que pour le mode bridgé. Par contre, il va transporter uniquement les paquets IP des couches 3, ça veut dire contrairement au mode TAP qui peut supporter des protocoles niveau 3 différents de IP, ici on ne supporte que l'IP. L'inconvénient, c'est que le trafic des diffusions n'est pas normalement transporté, n'est pas permis alors qu'il est possible dans le mode TAP. Et également, il ne peut pas être utilisé dans les plans, c'est normal, c'est niveau 3. Ici, pareil, on voit qu'on a ETH0, c'est l'adresse interne du serveur, et on a côté du client, pardon, côté serveur, on a ETH0 qui est l'adresse IP externe et ETH1 qui est l'adresse IP interne, et on voit le tunnel qui est monté à travers des interfaces virtuelles qui sont une 0 ici, côté client, et une 0 côté serveur. Si on a à choisir entre le mode bridgé ou routé, routé, il est le plus souvent utilisé dans le cas des VPN d'accès, c'est-à-dire on a les utilisateurs nomades qui se connectent à leur réseau d'entreprise avec la possibilité d'avoir des filtres plus fins comme c'est au niveau 3. Bridgé, il est plus utilisé dans le cas des jeux en ligne ou des intranets ou extranets VPN où on va essayer de mettre en relation des réseaux qui appartiennent à des classes d'adressage différents. Et donc, on va mettre en place un pont Ethernet entre les réseaux des deux sites de l'intranet VPN ou de l'extranet VPN. Donc, les interfaces VPN et LAN sont alors liées entre elles en une seule entité et permettent de communiquer entre les sous-réseaux concernés. Exemple avec le mode bridgé, on a un client qui possède une interface physique sur 192.168.0.4, je ne vais plus dire 192.168, je vais dire juste 0.4, et puis une interface virtuelle sur 10.0.0.4, c'est l'interface qu'on va utiliser pour le tunnel. Le serveur il possède une adresse 1.4 et une interface virtuelle 0.1, 10.0.0.1. Alors, en utilisant le mode TAP, que je rappelle, il est bridgé, il va bridger les interfaces des clients et du serveur. Ça veut dire que même s'ils appartiennent à des réseaux différents, ils vont pouvoir communiquer et s'envoyer des paquets et également comme s'ils étaient sur un même réseau. Donc, le réseau 0/24 et le réseau 1.0/24, c'est-à-dire le réseau du client et le réseau du serveur vont se voir entre elles. Le client, il aura accès au réseau du serveur, c'est-à-dire 1.0, avec les mêmes filtres que la machine 1.4, et le serveur aura accès au réseau du client de la même manière. Si on a à choisir entre Tune ou TAP, dans l'ensemble, le plus souvent, on utilise le mode routé parce qu'il est plus facile, il offre une capacité de contrôle d'accès, sauf si, bien sûr, si vous avez des besoins particuliers qui nécessitent l'utilisation du mode pont ou du mode bridgé. Il est un peu plus compliqué, mais il offre bien sûr les capacités qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le cas où on a d'autres protocoles non IP qu'on veut supporter, ben, on n'a pas le choix, on utilise le mode bridgé. Si vous voulez exécuter des applications sur le VPN qui dépendent des diffusions au réseau en broadcast, on utilise le mode bridgé. Si en plus on veut autoriser par exemple navigation sur les partages de fichiers Windows sur le VPN sans configurer des serveurs type Samba pour Windows ou autre, on utilise le mode bridgé. Ici, on va voir dans ce TP trois cas de configuration. Le premier cas de configuration, c'est monter un tunnel et donc faire de l'encapsulation côté émetteur et décapsulation côté récepteur. C'est de l'encapsulation IP, c'est-à-dire on va monter les interfaces TUN ou TAP avec de l'encapsulation sur le tunnel, mais sans sécurité, c'est-à-dire on va utiliser de l'encapsulation, mais on va rien chiffrer, on va rien authentifier, etc. Dans ce TP, je vais vous montrer, on va utiliser une machine Windows en tant que client, une machine Linux en tant que serveur. C'est juste pour vous montrer la configuration côté client et la configuration côté serveur. Ici, on voit que les adresses physiques
du serveur, par exemple, c'est 100.0.0.2 et que le tunnel, il est monté sur 10.9.0.2 côté client et point 1 côté serveur. Alors, dans cette configuration, tout ce qu'on a à faire après avoir installé OpenVPN est de, premièrement, créer un fichier que j'ai appelé ici côté client, je l'ai appelé client.txt, on l'appelle comme on veut. Et pareil, côté serveur, on crée un fichier que j'ai appelé ici serveur.txt. Les deux, on peut les configurer de cette manière. Donc, client.txt, je lui dis que le serveur distance est 100.0.0.2, ça c'est l'adresse physique du serveur. Je lui dis que je veux monter le tunnel avec des interfaces TUN et non pas TAP. Si je veux utiliser les interfaces TAP, je mets dev TAP ici. Ici, je mets ifconfig les adresses du tunnel, c'est-à-dire les adresses virtuelles, c'est 1902 pour le serveur et 19, pour le client pardon, et 1901 pour le serveur. Donc c'est un tunnel du client vers le serveur, c'est machine 2 vers la machine 1, 19.0. Cipher none, ça veut dire qu'on ne veut pas chiffrer, on veut juste faire de l'encapsulation, monter le tunnel. Authentication none, la même chose. La verbosité, plus on monte dans les chiffres ici, plus c'est verbeux, ça veut dire plus il va donner de détails dans les logs. Ça peut être intéressant si on veut voir exactement ce qui se passe ou en cas d'erreur ou autre. Donc ici j'ai mis verbe 2, c'est une verbosité très moyenne. Côté serveur, on a à peu près la même configuration. La seule différence, c'est que ici, je ne mets pas de remote, il n'y a pas de serveur distant. On est dans le serveur, il est en écoute, il écoute tous les clients, alors que le client, on doit lui dire, tu communiques avec tes serveurs. Côté serveur, il écoute, le port est ouvert, il écoute sur tous les clients qui vont pouvoir se connecter. Donc, il n'y a pas la commande remote adresse du client, il n'y a pas d'adresse unique du client. Ici, les adresses IP, tout à l'heure, on a mis 1902 vers 1901, c'est-à-dire du client vers le serveur. Ici, on a inversé bien évidemment, c'est la machine 1901 pour le serveur et 1902 pour le client. Et puis, Cipher non pareil, auth non pour pas d'authentification, les verbosité est égale à 2, c'est-à-dire très moyenne. Après, une fois on a créé ces deux fichiers, on peut les lancer avec OpenVPN et le chemin vers ce fichier. Ici, je l'ai mis dans programme file OpenVPN config. J'aurais pu le mettre où je veux. En tout cas, je mets la commande OpenVPN, je lui mets comme paramètre le fichier qui contient la configuration. Pareil ici, côté serveur, je lance avec la commande OpenVPN et je mets comme paramètre le fichier où j'ai mis la configuration du serveur que j'ai appelé ici serveur.txt. Ça, c'est le premier cas, ça veut dire on a monté un tunnel OpenVPN avec les interfaces TUN sans utiliser de chiffrement, sans utiliser de quantification. Deuxième cas, c'est qu'on va monter le tunnel, mais cette fois-ci, on va le monter avec un secret partagé, c'est-à-dire côté client comme côté serveur, on va partager une clé secrète et le tunnel va utiliser cette clé secrète pour s'authentifier et pour générer d'autres clés pour chiffrer, etc. Alors ici sous Linux, il faut d'abord générer les clés. Donc ici sous Linux, c'est OpenVPN-GenKey-secret et je mets le nom de la clé. Ici, je l'ai appelé static.key. Je l'appelle comme on veut. Sous Windows, je peux la faire également sous forme de commande, mais également en utilisant l'utilitaire OpenVPN ici. Après avoir installé OpenVPN, je vois générer de static OpenVPN key et elle va permettre de générer cette clé. Une fois on a généré la clé, bien sûr, la même clé doit être côté client, côté serveur. C'est-à-dire, je la génère côté client ou côté serveur. Et si je l'ai générée côté client, je la copie dans le serveur. Si je l'ai générée côté serveur, je copie la même clé côté client. C'est la même clé qui va être stockée à la fois au niveau du client, au niveau du serveur. Après, la configuration, bien sûr, côté client, il faut que je lui indique l'adresse du serveur avec la commande remote, c'est-à-dire distant. Le serveur distant voit son adresse. L'interface, ici, je reste sur Tune, j'aurais pu mettre Tab. La configuration, pareil, ça c'est les adresses virtuelles du tunnel. Et ici, ce qui va changer, c'est que je mets secret, le mot-clé secret, et je mets le chemin vers la clé partagée, la clé qu'on a générée tout à l'heure avec la commande genkey OpenVPN-genkey-secret. La même chose côté serveur, je ne mets pas de remote parce qu'il écoute sur tous les clients qui s'occupent, qui se connectent à lui. La configuration, donc,
J'ai juste inversé les adresses par rapport à la config du client. Et ici, pareil, secret, j'ai mis le chemin vers ma clé partagée. Il faut que ce soit la même clé. Pas forcément le même nom, mais le même contenu de la clé que celle utilisée dans le côté client. Et pareil, je lance OpenVPN avec le fichier de config côté client et OpenVPN, le fichier de config côté serveur. On va maintenant au troisième cas de figure, c'est que on va monter le tunnel OpenVPN en utilisant des certificats, c'est-à-dire on n'a plus besoin de secrets partagés, mais le client comme le serveur, ils ont leur clé privée, clé publique, et ils vont pouvoir s'authentifier et s'échanger des données en utilisant ces clés publiques, clés privées. Alors, dans la plupart des distributions, on a un répertoire qui s'appelle EasyRSA qui va contenir les scripts pour la configuration rapide du client et serveur. Globalement, il faut créer une clé pour protéger l'échange DeFi-Hellman. Généralement, elle s'appelle DH 1024 ou 2048 ou la taille qu'on veut. Et puis, une autorité de certification avec sa clé privée CA.key et son certificat CA.crt. J'aurais pu utiliser .pem, hein, CA.pem, ça ne change rien. Les deux extensions sont permises. Et puis des clés et des certificats pour le serveur, ça veut dire que cette autorité de certification va générer des certificats et pour le serveur et pour les clients. Donc, le serveur, on va devoir générer sa clé privée et son certificat au même titre que les différents clients. Et voilà, sous Linux, on peut utiliser des scripts qui sont déjà prêts et qui sont disponibles dans USR Share Doc OpenVPN, exemple EasyRSA. Dans certaines distributions, ils se trouvent dans USR Share Doc OpenVPN, exemple. Et c'est pas EasyRSA, c'est d'autres répertoires qu'on va voir tout à l'heure. C'est simple case, simple script, simple, etc. config où il y a les les différentes configurations possibles qu'on va pouvoir utiliser. Et donc ici, j'ai mis un cp-r, ça veut dire que j'ai copié le contenu de ce EasyRSA où il y a les différents scripts qu'on veut utiliser et qui sont disponibles dès l'installation. Je vais le copier dans Room USR OpenVPN ou je vais le copier en tout cas dans mon répertoire OpenVPN. Et pareil, je me place dans OpenVPN pour pouvoir faire le TP et pour pouvoir exécuter ces scripts. La même chose sous Windows, je vais les trouver dans Programme File OpenVPN EasyRSA et donc je initialise d'abord avec la commande init-config.bat, c'est un fichier batch. Après, les différents certificats qu'on va pouvoir utiliser, ils contiennent des variables telles que par exemple le pays, la province, la ville, l'organisation, etc. On peut aller directement les modifier dans le fichier var ou sous Windows c'est var.bat. Et puis j'initialise les variables bien sûr en lançant ce fichier bat ou ce fichier .sh sous Linux. Et après, je peux nettoyer les clés et supprimer les anciennes clés avec la commande clean-all.bat. En fait, c'est pas une commande, c'est un fichier bat qui contient les commandes pour tout simplement nettoyer un petit peu et clean-all sous Linux. Après, on va générer la clé privée et le certificat de l'autorité de certification. C'est avec build-ca.bat sous Windows et build-ca sous Linux. Donc après, il va nous dire qu'il est en train de générer la clé privée, récupère les informations de var, il va mettre dans le certificat et il va générer le certificat qui contient lui-même la clé privée de l'autorité de certification. Après, je vais générer les clés certificats pour le serveur, c'est avec build case server. Et ici, je donne le nom du serveur, je l'ai nommé ici serveur. Et il va me demander si on signe, je mets OK. La même chose pour les clients, tous les clients, je build-k pour les différents clients. Et puis sans oublier, ici j'ai mis client 1, client 2, c'est-à-dire j'ai créé des clés, des certificats pour client 1, pour client 2, etc. Et pareil, pour générer les paramètres défi-Hellman, c'est la commande /build-défi-Hellman. On passe à la configuration. Ici, vous voyez, on va d'abord lui dire attention, il faut utiliser le mode TLS. C'est-à-dire, on va utiliser le mode qui contient des certificats. C'est TLS-client. Ici est TLS-serveur côté serveur.
Après, toujours dans la configuration du client, je mets remote l'adresse du client, l'adresse physique, pardon, l'adresse physique du serveur. Je mets remote l'adresse physique du serveur. Je spécifie le type de l'interface avec dev-tune ou dev-tab. Les adresses virtuelles avec ifconfig, ici on garde 02 vers 01. Et je donne avec la commande CA ici le chemin vers le fichier qui contient le certificat de l'autorité racine. Ici, c'est programme, file, OpenVPN, EasyRSA, KSCA.crt. Vous mettez le chemin, en tout cas, vers les certificats que vous avez créés dans l'étape précédente avec les scripts préconfigurés de OpenSSL. Ici, je mets le certificat du client. On est au niveau du client. Pareil, je mets le lien vers client.crt. Et puis également, la clé privée du client, je fais le lien vers, donc c'est le mot-clé key, et je donne le chemin vers la clé privée du client. On est au niveau du client, c'est pas grave, on donne donc le lien vers le certificat de l'autorité de certification, le certificat de ce client et le lien vers la clé de ce client. Au niveau serveur, on a dit on commence par TLS serveur. Je spécifie l'interface, il n'y a pas de remote comme pour les autres configs. Ici, le chemin virtuel avec les adresses OpenVPN virtuel. Je mets CA et je mets le chemin vers, pareil, le même fichier de l'autorité, de certificat de l'autorité de certification. Ici, le chemin vers le certificat de ce serveur, le chemin vers sa clé, et puis les paramètres d'EFI-Hellman, on les trouve côté serveur et non pas côté client. Il suffit de les générer côté serveur. Voilà la verbosité, j'ai mis deux. Voilà, j'ai terminé cette partie du TP. On va passer à sa mise en place.